Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes de retour pour cette dernière partie de Toujours debout et c'est l'heure de notre nouvelle rubrique hebdomadaire. Ne nous engueulons pas. Ne nous engueulons pas, c'est une confrontation d'idées, cette fois-ci entre notre historien maison, Julien Terry, et un interlocuteur avec lequel il n'est pas structurellement d'accord, même si des convergences sur certains sujets ne sont pas interdites. Aujourd'hui, il fera face à Luka Jakubowicz, rédacteur en chef de Décideur Magazine. De quoi vont-ils débattre? C'est parti pour le deuxième numéro de Ne nous engueulons pas. La gauche française est-elle devenue l'ennemi public numéro 1 de la classe politique et de ce qu'on pourrait appeler le champ médiatique majoritaire? Plus précisément, la gauche radicale, qui occupe aujourd'hui une position hégémonique à gauche, et l'extrême gauche doivent-elles désormais être séparées du reste de la classe politique, dite républicaine, par un cordon sanitaire, selon l'expression de Manuel Valls. Exclue parce que dangereuse, parce que wokiste, parce que communautariste, islamo-gauchiste, voire antisémite. J'en parle avec deux intervenants au point de vue opposé, Julien Terry et Luka Jakubowicz. La règle est claire, on se dispute, mais on ne s'engueule pas, enfin, autant que faire se peut. Salut Julien. Bonsoir. Salut Lucas. Bonsoir. Je voudrais qu'on commence par regarder un petit magnéto qui pose le décor. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a évolué, qui a changé. Pourquoi l'a-t-il fait? Par électoralisme? Mais évidemment, parce qu'une partie de la gauche, je pense à Edoui Plenel, je pense au NPA, je pense à la France insoumise, à des secteurs du Parti communiste et des écologistes, parfois à des socialistes, a pensé qu'il y avait une masse nouvelle faite par l'immigration, les enfants de l'immigration, par les musulmans, les enfermant d'ailleurs dans une seule communauté, ce qui est tout à fait insupportable. D'une certaine manière, c'est du racisme, et que ce nouveau prolétariat, au fond, méritait une écoute, et on pouvait excuser du coup tous les excès. Non, c'est cette même gauche, j'ai du mal d'ailleurs à la qualifier de gauche, qui refusait d'être Charlie. Donc c'est pour ça que moi j'appelle un cordon sanitaire autour de la France insoumise, et qu'il ne peut pas y avoir d'alliance, ni de premier ni de deuxième tour. Il faut une disqualification politique, morale, civique à son égard. Intellectuellement, de mettre sur le même plan Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, l'extrême gauche et l'extrême droite, sauf que dans le cas présent, il y a un homme qui met en danger les Juifs en France, qui met en danger les Français, c'est Jean-Luc Mélenchon. Éric Zemmour, il fait un constat qu'il a le droit de faire, donc c'est un peu facile de les mettre sur le même plan, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'antisémitisme qui tue est un antisémitisme islamiste, c'est pas un antisémitisme d'extrême droite, donc à un moment... Alors, j'ai voulu mettre en avant les mots de ces deux hommes parce qu'ils traduisent une sorte de projet politique. L'un vient du centre-gauche, l'autre est d'extrême droite. Mais à deux, ils entendent incarner, en tout cas, ils donnent l'impression d'incarner la construction d'une sorte de nouvel axe républicain. Alors, Luka Valls est-il l'imam caché ou le prêtre laïque de la nouvelle grammaire politique ? Des nouvelles frontières, ou alors le géographe des nouvelles frontières politiques? Alors, j'en sais rien. Moi, déjà, politiquement, je me considère plutôt comme libéral. Sur le fond, sur ce que dit Manuel Valls, je suis plutôt d'accord avec lui sur la dérive de LFI. En revanche, quand on est libéral, il y a quelque chose de très important, c'est de dire que toutes les idées politiques, quelles qu'elles soient, ont leur place dans le débat public, et que donc excommunier un parti ou l'autre, appeler les électeurs à des cordons sanitaires, c'est pas la meilleure chose à faire. Finalement, les électeurs, c'est pas des enfants. On ne peut pas les infantiliser en disant celui-là sent mauvais, on va construire une barrière autour de lui. C'est à eux de juger. Et je pense, et ça c'est mon avis, que effectivement la dérive ou la réorientation idéologique de LFI va leur faire perdre des électeurs à moyen terme. Mais dire on vous excommunie, on construit une barrière, un front républicain autour de vous, ça me semble un peu problématique dans une démocratie. Mais l'intervenant d'après, de Beccio, il dit la même chose que Valls, ils convergent. Et là, en fait, historiquement en France, le cordon sanitaire était réservé à l'extrême droite. Et là, c'est finalement l'ex-gauche et la droite, l'actuelle droite, l'extrême droite d'hier qui est devenue manifestement la droite d'aujourd'hui, qui convergent dans une sorte de volonté d'écarter ce qu'ils appellent l'extrême gauche, qui est en réalité la gauche historique d'un point de vue programmatique.
Alors, il y a deux grilles de lecture. La première, c'est de dire, vous voyez, il y a ce que vous appelez l'ancienne gauche et le centre droit qui convergent pour excommunier LFI. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'extrême droite. Avec l'extrême droite. Ça veut dire que LFI est dangereux, peut avoir le pouvoir, et donc... lui barrer la route. Et donc lui barrer la route. Mais il y a une autre grille de lecture qu'il faut avoir. C'est de se dire, imaginons que je suis un responsable politique à LFI, et je me rends compte que tout le monde, à part moi, me montre du doigt. Or, le but du système démocratique, c'est d'avoir la moitié des voix en second tour d'une élection présidentielle. C'est comme ça que ça se passe sous la Ve République. Et que finalement, le parti, en se réorientant, effectivement, se fait attaquer par tout le monde. Et donc, in fine, peine à rassembler à part son noyau dur. Et ça, pour la gauche, effectivement, ça me semble être une erreur stratégique. Julien, je suppose que tu n'es pas d'accord, mais ne nous engueulons pas. Avec mon interlocuteur, je ne sais pas, mais je suis encore sous le choc de ces deux extraits particulièrement gratinés que tu nous as trouvés, Théo. Alors je sais bien que ce genre de choses, ces outrances, ces idioties, il faut le dire clairement, elles sont en flux continu sur CNews et sur pas mal d'autres. Voilà, c'était Public Sénat. C'était Public Sénat, ben voilà. Le deuxième extrait, c'était Public et Sénat, le premier, c'était France Info. Hein. D'accord, ah oui, d'accord. Donc, le service public et la télévision parlementaire. Vraiment, c'est vraiment gratiné, oui. Alors Valls, évidemment, on comprend qu'il a de très bonnes raisons de vouloir diaboliser LFI et tout ce qui est un peu sérieusement à gauche, puisque lui est quand même parti de ce qui était à l'époque la gauche du PS, pour être aujourd'hui, en substance, sur le fond, quelqu'un qui est franchement d'extrême droite. Et au fond, quand il essaye d'expliquer que c'est par électoralisme que, en fait, LFI défend les valeurs de gauche, qui sont des valeurs d'égalité, d'antiracisme en particulier, d'égalité entre toutes les extractions d'origine en particulier, voilà, il fait oublier son propre électoralisme historique absolument terrifiant. Hein. On se souvient de cette vidéo volée à Évry avec ses communicants où il voulait qu'il n'y ait que des whites, hein, ou en tout cas il n'y avait pas assez de white sur l'image. Le voir là, voilà, enfin je sais pas, on n'a même pas envie de répondre quand on entend ça. On a juste le spectacle. On n'a pas envie de répondre, mais s'il est toujours rappelé comme un oracle à la télévision, c'est qu'il a un rôle idéologique. Parce qu'il plaît aux médias patronaux, aux médias gouvernementaux, évidemment. Et mais surtout, il opère une forme de jonction aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Il est un excellent représentant de la lepénisation générale du Parti socialiste, hein, qui a commencé dès les années 80, et de son tournant aussi néolibéral, bien sûr, hein, qui est allé avec. Je vous rappelle que récemment, parce que ces jours-ci, on a vu Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe bras dessus, bras dessous, je crois. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, pour fonder prétendument peut-être une nouvelle gauche, mais je ne sais pas ce qu'Édouard Philippe faisait là. C'était à la une de la Tribune dimanche. Oui, c'est ça. Bon, ils s'entendent bien, évidemment. Il y a une jonction comme ça évidente en termes du contenu programmatique, du contenu idéologique, entre la gauche de gouvernement, la droite de gouvernement et, dans une large mesure, l'extrême droite, hein, ce qu'aujourd'hui les médias s'efforcent de respectabiliser. Hein, on essaye de respectabiliser le RN. Et Valls joue cette partition-là. C'est la seule qui peut jouer, puisque la gauche, il y a bien longtemps, qui ne sait absolument plus de quoi il s'agit. Tu disais, en présentant l'émission, finalement, la gauche radicale est hégémonique aujourd'hui dans le champ de la gauche. Oui, tout à fait. Et je trouve ça très juste, sauf que on appelle ça la gauche radicale, alors qu'en fait, c'est évidemment la gauche tout court. Et c'est pour ça qu'elle est hégémonique d'ailleurs, puisque les gens qui ont encore un souci d'égalité, hein, donc qui ont encore un désir de gauche, puisque c'est ça la gauche, c'est le désir de l'égalité, de la démocratie, hein, l'égalité réelle, ils se reconnaissent évidemment dans le programme de LFI. Qui est un programme de lutte contre le démantèlement des services publics, de lutte contre la radicalisation des inégalités à laquelle on assiste. Donc les gens qui sont de gauche en réalité, hein, autrement que sur un mode vraiment, comment dire, sur le mode du progressisme éthéré, hein, disons, sans aucune approche matérialiste de la situation, évidemment qu'ils se reconnaissent dans LFI et évidemment qu'ils ne considèrent pas qu'LFI est un parti d'extrême gauche. Il n'y a absolument rien d'extrême dans le programme de la France Insoumise, en aucune manière. Alors, Lucas, tu es plutôt d'accord en réalité avec l'analyse selon laquelle la France Insoumise fait de l'électoralisme en défendant, disons, les nouveaux prolétaires immigrés, d'une certaine manière. Tu le dis. Je le dis, mais je pense que... comment dire, l'idée sous-jacente de LFI et pourquoi ils agissent comme ça, c'est pas... Ils agissent comment ?
J'entends très bien qu'une partie des éditorialistes politiques disent « Regardez, LFI drague l'électorat musulman parce qu'ils veulent l'électorat des cités, etc. etc. » Mais en fait, je pense que c'est pas seulement une question d'électoralisme. Je saurais pas comment dire. J'ai l'impression que quand on regarde vraiment les fondateurs du parti de gauche, Raquel Garrido, Alexis Corbière, Jean-Luc Mélenchon, ancienne école, c'était vraiment la gauche à l'ancienne. Ce qui était vraiment important, c'était les questions de souverainisme économique, s'opposer aux traités européens, etc. Et depuis 2017, il y a eu tout un nouvel arrivage de jeunes qui militent à LFI, qui viennent plutôt du secteur des sciences sociales, de Sciences Po, etc. Et qui sont, je mets entre guillemets, mais c'est pas woke, mais en tout cas qui sont beaucoup plus sensibilisés aux questions sociétales, aux questions de discrimination, et qui donc, dans leur logiciel, dans leur mode de pensée, vont beaucoup plus parler effectivement de questions d'islam, de questions de lutte contre l'extrême droite, de questions antiracistes. Des questions d'islamophobie. Eux, ils vont dire que c'est l'islamophobie. En tout cas, c'est des choses qui vont être centrales dans leur logiciel. Mais je pense que c'est plus une évolution de comment sont câblés les jeunes qui aujourd'hui sont à gauche, plutôt que comment dire, une quête électorale d'un électorat musulman fantasmé. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, moi, je pense, qui m'intéresse beaucoup, c'est que ce câblage, disons, on le retrouve aussi à droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les jeunes qui s'engagent en politique, beaucoup s'engageaient sur les questions sociétales, mais à droite aussi, et très peu sur des questions d'économie, de salaire, etc. C'est pas le cadeau de la droite. À gauche, j'ai l'impression que c'était le retour depuis justement le front de gauche et jusqu'à présent les gros marqueurs, c'est vraiment il y a eu la réforme des retraites, il y a eu aussi la question de l'hôpital public, des services publics. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est très audible et qui a occupé une bonne partie des derniers mois d'un point de vue politique. Certes, et d'ailleurs c'est très. C'est ça qui a mis les gens dans la rue. C'est ça qui a mis les gens dans la rue. Ce qui est très important, c'est que les gens qui étaient dans la rue, c'était souvent dans des villes de province, dans des sous-préfectures, des gens qui n'étaient pas forcément de gauche et qui manifestaient contre la réforme des retraites. Et pourtant, quand on regarde les sondages, les études d'opinion, on se rend bien compte que la gauche n'en profite pas dans les urnes. Elle n'est pas sortie gagnante de la séquence. Pourquoi ? Peut-être parce qu'elle est focalisée sur des questions sociétales qui vont crisper une large partie de l'opinion. Alors, moi, je vois dans ce que vous désignez cette évolution des thématiques politiques importantes du côté du parti de gauche puis de LFI, effectivement, un tournant qui a eu lieu effectivement autour de 2017 concernant la question du racisme systémique. Et c'est vrai que d'une posture qui était laïciste, disons, assez étroitement républicaine à l'ancienne, sans tenir compte de l'existence d'un racisme structurel objectif contre les populations identifiées comme musulmanes, musulmans d'apparence, comme a dit excellemment Nicolas Sarkozy, contre les Africains aussi. Il y a une prise de conscience de ce problème de racisme systémique, dont le meilleur exemple est le contrôle au faciès pratiqué par la police française, et des débats très, très dur dans LFI, dans ce qui était devenu LFI en 2017. Et effectivement, autour de Mélenchon, une majorité a tranché en faveur, disons, du rejet d'un discours de laïcité identitaire, militante, républicaine, qui dénie la réalité du racisme structurel dans la société française. Mais je ne vois pas en quoi, certainement pas en quoi ça peut représenter une dérive. Encore moins. J'ai dit une réorientation. Non, d'accord, mais je pensais à ce que disait Valls. Et encore moins en quoi ça peut représenter quelque chose d'électoraliste. C'est dans la nature de la gauche que de lutter contre le racisme structurel, quel qu'il soit, quelle que soit sa nature. Et donc, identifier une situation particulière, postcoloniale, néocoloniale en France, que subissent en particulier les gens issus de l'immigration récente, maghrébine ou africaine, en faire un thème, c'est tout naturel de la part d'un parti qui se dit à gauche. Ne pas le faire est une grave faute. On ne peut pas être à gauche sans le faire. C'est aussi important que la question sociale. Ça va avec. Il n'y a aucune raison de disjoindre ces deux aspects. Mais est-ce que dans les accusations d'électoralisme, il n'y a pas quand même quelque chose de profondément raciste ? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas une manière de stigmatiser justement l'attention portée à une partie de la communauté nationale ? Parce qu'au fond, pourquoi pas ? Pourquoi pas prendre en compte les remontées de la population, l'actualisation
des luttes sociales, pourquoi ce serait forcément équivalent justement à une dérive, rapporté à des thématiques négatives? Dans le fond, est-ce que la bonne solution serait d'isoler une partie de la nation politiquement, en gros? C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, si tout le monde refuse d'être, entre guillemets, islamo-gauchiste, ça veut dire quoi? Il y aura la gauche, la droite, et puis d'un côté, il y aura les infréquentables immigrés, musulmans, islamistes, considérés dans un bloc dangereux. Lucas. Je vous rétorquerai peut-être que d'une certaine façon, mettre l'accent sur le racisme systémique, les violences policières, la discrimination, peut-être que d'une certaine façon, c'est essentialiser des populations d'origine immigrée qui souvent sont français depuis 3 ou 4 générations, qui ont peut-être pour priorité dans leur vote ou dans leur choix électoral des questions de logement, d'éducation, d'émancipation républicaine. Et en fait, on va les enfermer dans une case peut-être d'éternelles victimes de racisme systémique. Mais logement et discrimination, ça va ensemble. Éducation et discrimination, ça va ensemble. Pas forcément, parce que regardez... Quand on regarde la carte scolaire et la carte de l'habitat. Oui, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément prises en compte dans ces cartes, par exemple. On peut parler de ce qu'on appelle les quartiers sensibles, en fait, les zones, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, les zones urbaines sensibles. Alors effectivement, on va nous dire, regardez, il n'y a que des populations d'origine immigrée dedans, c'est-à-dire que c'est des éternelles victimes, ils souffrent de discrimination, etc. Mais il y a un autre chiffre qui est rarement mentionné, notamment à la France Insoumise, c'est que ces quartiers, c'est où il y a le plus de turnover d'habitation. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 40% de la population qui change tous les 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui y vivent s'en sortent, accèdent au logement, prennent l'ascenseur social, accèdent à la propriété. Ou bien changent de quartier précaire. Pardon? Ou bien changent de quartier précaire. L'ascenseur social, il ne marche pas des masses ces dernières décennies. Tous les indicateurs le disent. On n'a peut-être pas forcément les mêmes indicateurs. Alors. En tout cas, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas prendre en compte les discriminations qui sont subies au quotidien par des populations qui sont isolées, ghettoisées par la politique de la ville depuis des décennies, qui sont contrôlées au faciès régulièrement, qui sont tutoyées, qui sont rudoyées par la justice, qui sont victimes de toutes sortes de discriminations. Ça me paraît la moindre des choses qu'un parti de gauche ait sérieusement intégré à son discours, à son ambition politique, la lutte contre ces phénomènes. Et d'ailleurs, c'est tout l'échec du Parti socialiste qui n'a su qu'instrumentaliser en termes moraux le premier mouvement, la marche des beurs de 1983, le premier mouvement antiraciste, je dirais, de la fin du XXe siècle, pour en faire finalement un objet, le parcours d'Harlem Désir en témoigne de manière désolante, pour en faire juste un instrument politique, à agiter d'ailleurs éventuellement pour faire monter le Front National, ce qui était dans la stratégie de François Mitterrand et d'autres membres de son parti, de façon à diviser la droite et faire passer la gauche. L'échec de cet antiracisme moral, il est absolument patent. Et on a bien vu que dès que les objets de discrimination ont voulu s'organiser eux-mêmes, prendre leur destin en main, ils ont été accusés de communautarisme, d'islamisme même, dès les années 80, y compris par le PS. Vous avez totalement raison. Mais est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, que les mouvements citoyens pour Assa Traoré ou après la mort tragique de Naël, c'est pas finalement le même état d'esprit, mais cette fois-ci de la part de la France Insoumise? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté d'instrumentalisation politique? Il s'agit de porter la réalité de la lutte contre la lutte. Il s'agit de porter la lutte contre ces réalités de discrimination. Mais Harlem Désir, dans les années 80, faisait pareil. Oui, mais Harlem Désir, il a pris ça comme tremplin pour faire une carrière politique. On est en face de mouvements quand même un peu plus auto-organisés, non? J'ai l'impression. Oui, il n'y a pas de porte-parole qui sont en réalité membres d'un parti qui vise une carrière et qui participent à une stratégie d'ensemble de conquête ou de conservation du pouvoir politique pour mettre en œuvre un programme d'ailleurs qui était présenté comme de gauche aux élections et qui s'est avéré être un programme de néolibéralisme, de préparation à ce qui se passe aujourd'hui avec Emmanuel Macron. L'antiracisme moral, il a servi à ça au fond. Mais oui, mais moi j'ai vraiment le sentiment que LFI agit de même. Par exemple, vous regardez les nouveaux députés qui ont été élus en 2022. Beaucoup viennent de milieux, on va dire, plutôt favorisés, de province. À LFI ? Ouais. Excusez-moi, il y a une aide-soignante qui vient de l'Est. Il y a Rachel Keke qui était femme de chambre. Aucun autre parti, qu'il soit de gauche ou de droite, ne peut présenter des députés qui sont de ce genre d'extraction sociale. Mais vous en avez aussi qui viennent de milieux favorisés.
Oui, je ne vais pas citer les noms, et qui ont été mais c'est juste pour et qui ont été parachutés dans des circonscriptions populaires dans lesquelles ils n'ont pas d'ancrage et ils ont bénéficié de toutes les luttes sociétales qui avaient mis en place à la FI depuis 2017. Donc quelque part, c'est le même mode d'action, je trouve, que Harlem Désir dans les années 80. Essayer d'instrumentaliser des mouvements sociaux pour ensuite se faire élire. Il ne s'agit pas de les instrumentaliser, il s'agit de les représenter, il s'agit de faire valoir les intérêts de ces populations qui sont en situation difficile, et notamment à cause du racisme systémique pratiqué par une partie des institutions françaises, à cause aussi de l'absence de lutte contre la discrimination au logement, à l'emploi. Il est tout à fait logique qu'il y ait un débouché politique à ces problèmes-là. Donc la gauche est là pour ça, et LFI remplit son rôle, que le PS ne remplit plus depuis bien longtemps, malheureusement. On a parlé de communautarisme, puis d'islamisme, et maintenant on parle d'antisémitisme. C'est la deuxième partie du magnéto qu'on a vu, où De Vecchio explique que l'antisémitisme est désormais à gauche. Alors l'antisémitisme est une réalité européenne datée, meurtrière, associée à une idéologie spécifique, et là on en parle à peu près à la volée. Et j'ai envie de dire, mais peut-être que je m'emporte, comme biais de disqualification politique, Lucas. L'antisémitisme, c'est quand même assez sérieux pour ne pas l'utiliser comme ça. Non, c'est sérieux, l'antisémitisme, on ne joue pas avec. Mais moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, on joue avec. Bah oui. Non, moi, je vais vous dire des choses très simples et qui peuvent peut-être déranger les gens à gauche qui ne sont pas antisémites. Moi, j'ai 35 ans, j'ai le nom qui est tel qu'il est. Mes convictions, on regarde moi-même. Je viens d'une famille de gauche. Dans les années 80, le diable absolu, c'était Jean-Marie Le Pen, à juste titre. Jean-Marie Le Pen, c'était quoi? C'était des blagues du rafour crématoire. C'était la Shoah n'est qu'un détail de l'histoire. C'était des blagues plus ou moins bien faites sur la Shoah. Il n'a pas changé, il est toujours là. Il y a ses héritiers qui sont là. Oui, ses héritiers sont là. Mais aujourd'hui, mettez-vous à la place d'une personne de confession ou d'origine juive qui a à peu près 30 ans, qui n'a jamais connu le FN de Jean-Marie Le Pen. Quand il voit les blagues plus ou moins antisémites et les propos problématiques, force est de constater que ça vient de la gauche, et notamment de LFI. On peut faire la liste. Ah bon? C'est ce qu'on appelle en sciences sociales mais c'est très habile, c'est ce qu'on appelle en sciences sociales le dog whistle, c'est-à-dire qu'on va tenir des propos qui effectivement ne tombent pas sous le coup de la loi. On va dire non, c'est pas antisémite, non mais c'est antisioniste, non mais vous m'avez mal compris. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Je sais bien qu'Emmanuel Macron a déclaré, mais c'est une aberration historique, c'est complètement faux et c'est extrêmement dangereux, que l'antisionisme devait être assimilé à l'antisémitisme, mais c'est complètement faux. Et c'est une insulte notamment aux juifs qui ne sont pas sionistes, et il y en a beaucoup. De blagues. Des exemples. Mathilde Panot, Elisabeth Borne, vous êtes une rescapée. Alors on va dire oui, peut-être qu'il y avait un double sens. Peut-être qu'on l'avait mal compris. Le mot rescapé est directement connecté à l'histoire de la Shoah. Quand on s'adresse à une fille de déportée, mais on peut ne pas avoir à l'esprit que non seulement elle est une fille de déportée, d'accord. Jamais avant le mot. On peut ne pas avoir à l'esprit, un, que c'est une fille de déportée, et deux, que le mot peut être connoté. On peut avoir ça à l'esprit. D'accord. Parce que finalement, ce qui est embêtant avec les blagues... Aucun précédent. Je veux dire, l'usage d'un mot, ça s'appelle une connotation d'un mot. Il y a sa dénotation, c'est ce qu'il veut dire directement, puis il y a sa connotation, c'est-à-dire tout l'environnement qu'il y a autour. Jamais, avant qu'on décide qu'il fallait instruire un procès en antisémitisme à LFI, il n'y a eu de connotation du mot rescapé en relation avec la Shoah. Enfin, je veux dire, ça ressortit à un montage d'une affaire, à un procès en sorcellerie en antisémitisme complètement instrumentalisé, qui est extrêmement dangereux pour les juifs et qui est une insulte à la mémoire des victimes de l'antisémitisme. Alors admettons que ce soit une erreur, que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Il faut trouver des choses contre LFI. D'accord. Et ensuite, quand donc il a été question de la déclaration de Mélenchon, qui reprochait à Yael Braun-Pivet d'aller à Tel Aviv, et il a eu le malheur de dire elle campe avec l'armée israélienne, je crois que c'est quelque chose de cet ordre. Enfin, il a utilisé le mot camper, et on a dit c'est les camps d'extermination auxquels il fait allusion. C'est pas ça, Julien. C'est pas les camps de concentration. C'est le vieil imaginaire antisémite des années 30 qui consiste à dire qu'une personne de confession ou d'origine juive est à cheval entre deux pays, n'est pas ancrée dans la communauté nationale. C'est la bonne terre qui ment pas. Dans ce cas précis,
elle a fait des choix politiques, elle a eu des expressions politiques qui montraient qu'elle était totalement alignée avec le Likoud de Netanyahou. Elle est partie en Israël avec un certain nombre de députés, comme Meir Habib, Eric Ciotti. Elle a fait un choix spécifique. On peut contester ce choix, peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'effectivement, je ne sais pas, je ne sonde pas les cœurs et les reins, mais la piste la plus probable, la plus logique, ce serait de contester le fait que justement Yael Braun-Pivet, et c'est pas juste qu'elle est d'origine juive, c'est qu'elle est très son expression politique est très très proche de. Elle est favorable à la politique de l'État israélien. On les a encore mal compris. Ça fait 2 fois. Non, on l'a très bien compris. Elle est favorable à la politique de l'État israélien. En tout cas, à l'égard des Palestiniens. Ce que j'observe il y a une confusion entre défense de la politique de l'État israélien, qui est une politique, le moins qu'on puisse dire, problématique, avec des crimes de guerre dont l'État israélien se rend coupable actuellement. Il y a une confusion entre la défense de ces choix politiques de l'État israélien d'un côté, donc qu'on peut dire en gros sioniste extrémiste, c'est un nationalisme radical, exterminateur dans une large mesure, et l'antisémitisme, ça n'a rien à voir. Je veux dire, on peut dénoncer la politique de l'État israélien, et encore heureux, on ne doit même, sans être pour autant soupçonnable d'antisémitisme. C'est cette confusion. Jean-Luc Mélenchon, qui a tort à attribuer la propriété de Libération à Patrick Drahi, parce que désormais, Libé est contrôlé par un fonds de dotation abondé par Patrick Drahi et BFM en disant que c'était le même propriétaire. Là aussi, il y a eu une sensibilité s'exprimant. Je crois que le directeur de la rédaction de Libé est un ancien de l'armée israélienne. Oui. Il est de la gauche israélienne. Oui. Mais en tout cas, convenez quand même que c'est bizarre de se dire que beaucoup de partis de gauche défendent la cause palestinienne. Par exemple, les Verts et LFI sont à peu près sur la même longueur d'onde. Mais du côté des Verts, il n'y a pas forcément les dérapages qu'on entend du côté de LFI. 2 choses. Quel dérapage ? Écoutez, 2 choses. Je sais qu'à gauche, le terme qui est très à la mode, c'est les concernés. Quand les principaux concernés, c'est-à-dire les Juifs qui parfois sont de gauche, n'ont rien à voir avec Israël, se sentent visés, c'est que quelque part, le parti qui tient ces propos doit en tenir compte. Et quand les vrais antisémites, par exemple Rivarol et Soral, félicitent LFI de tenir tête au lobby, etc. Ils font de la provocation, c'est un jeu de base, évidemment. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi LFI rentre dans le jeu ? Pourquoi LFI rentre dans le jeu ? LFI ne rentre pas dans le jeu. LFI tient la position, je l'espère en tout cas, et un parti de gauche se doit absolument de condamner toute trace d'antisémitisme. L'antisémitisme est, alors je ne dirais pas absolument étranger à l'histoire de la gauche, parce que c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, il y a eu des manières d'antisémitisme de gauche, chez Proudhon par exemple, au début de la part de Jaurès, qui ensuite a complètement changé de cap, chez Jules Guesde aussi à l'époque de l'affaire Dreyfus. Mais ce n'était pas du tout sous les mêmes attendus que l'antisémitisme de droite, il faut le rappeler. L'antisémitisme, de ce point de vue-là, l'antisémitisme contemporain... Mais qu'il soit de gauche ou de droite, c'est quand même de l'antisémitisme. L'antisémitisme de Maurras, l'antisémitisme qui voit dans les Juifs une société secrète ou nécessairement une nation étrangère, en tout cas un peuple étranger, qui serait nécessairement en discordance avec la communauté nationale, ça, c'est un antisémitisme de droite. C'est-à-dire, quand il y a eu un antisémitisme de gauche, des formes d'antisémitisme, c'était toujours en relation avec l'idée fausse, et que Jaurès d'ailleurs a finalement abandonné très clairement, selon laquelle les Juifs seraient les capitalistes, seraient des capitalistes, incarneraient le capitalisme et incarneraient les inégalités contre lesquelles la gauche se bat. Typiquement, Jules Guesde, par exemple, n'a pas voulu soutenir la gauche qui était massivement engagée pour l'innocence de Dreyfus, pour faire valoir l'innocence de Dreyfus, contre l'antisémitisme de droite, parce que Guesde considérait que c'était pas son problème, que c'était une affaire interne à la bourgeoisie. Voilà. Ou Proudhon considérait que le peuple juif, avec une manière d'essentialiser, raciste au fond, la judéité, était du côté de la propriété privée des moyens de production et donc devait être combattu. Bon, c'était sur ces bases-là qu'il y avait un antisémitisme de gauche. Mais c'était pas sur des bases de pureté raciale nationale. Mais c'est toujours pas le cas. Alors, l'antisémitisme de droite s'est fondé sur, disons, la conviction que les Juifs étaient un peuple étranger. Et à ce titre, Lucas, le fait d'assimiler antisionisme et antisémitisme, donc de considérer que derrière tout Juif, il y a un Israélien, est-ce que ce n'est pas de l'antisémitisme ? C'est-à-dire, ça c'est le discours de ceux qui veulent combattre
en 2023 l'antisémitisme, mais c'est un peu antisémite aussi. C'est-à-dire, c'est considérer que derrière chaque juif, il y a un Israélien, quelque part. On a l'impression que c'est le sous-jacent effectivement du discours d'une partie de la gauche. Mais moi je parle de tous ceux qui disent l'antisionisme, c'est l'antisémitisme. C'est quand même très ambigu, comme signe d'égalité mis entre deux réalités. C'est-à-dire tout juif français, tout français de confession juive n'est pas forcément un sympathisant d'Israël. On est d'accord, Théophile. L'antisémitisme n'a rien à voir avec l'antisionisme. Antisionisme. On peut être antisioniste sans être antisémite. Et du reste, il y a des pro-sionistes et il y a des pro-sionistes. Voilà. Il y a des sionistes qui sont antisémites, il faut bien le rappeler, ce qui est tout à fait logique. Je rappelle qu'en France, l'antisémitisme, c'est quelque chose qui est interdit, ça tombe sous le coup de la loi. L'antisionisme ne l'est pas. Et donc, effectivement, force est de constater que certains propos antisémites se cachent sous couvert d'antisionisme. Ou de sionisme, puisque quand on met un signe égal entre antisionisme et antisémitisme, ça peut ressortir en tout cas, moi, juste le message que je voulais faire passer aux sociaux qui nous regardent et qui, j'imagine, ne sont pas du tout d'accord avec moi, c'est de dire qu'on peut parler, on peut discuter, mais la principale chose, c'est qu'aujourd'hui, les Juifs de France se sentent menacés. Ils n'ont jamais été aussi menacés que pendant des années, la gauche était un rempart. C'était le rempart. Quand il y avait une montée en puissance de l'antisémitisme... Elle doit toujours l'être. La gauche a vocation à être un rempart contre la discrimination. Et de facto, elle ne l'est plus. Mais pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Je peux vous donner des exemples. Moi, il y a un exemple qui m'avait fait bondir de la chaise. C'était en 2021. C'était quelques mois avant le premier tour de la présidentielle. Il y avait eu un juif handicapé qui s'était fait agresser à Bobigny. La famille de la victime... Si cet incident était survenu, par exemple, dans les années 80, aurait tout de suite porté l'affaire devant le Parti socialiste, à gauche, à SOS Racisme. Mais en 2021, qui est-ce qu'ils sont allés voir? Ils sont allés voir Éric Zemmour. Vous vous rendez compte? Mais est-ce que c'est la faute de la gauche? Oui. Et pourquoi ça? Si une famille juive se dit « j'ai pas confiance en la gauche », pour dire que je suis discriminé ou que je suis agressé. C'est sans doute pour des raisons Est-ce qu'il n'y a pas aussi une idéologique évolution politique d'un certain nombre de personnes? C'est-à-dire, en France, il y a eu un basculement vers l'extrême droite, de personnes qui étaient plutôt de gauche, plutôt de droite. Ça peut aussi arriver à la population juive. Oui, bien sûr. Non, des personnes de toute confession. Il y a un glissement à droite de la société française. Donc peut-être que... En tout cas, le CRIF, par exemple, et ceux qui prétendent parler, beaucoup de ceux en tout cas qui prétendent parler pour la communauté juive ou les juifs de France, ont glissé vers la droite, voire vers l'extrême droite, et le CRIF est un exemple déplorable à cet égard. Et quand on regarde le vote des Français en Israël, il n'est pas très à gauche aujourd'hui. Ça, je vous confirme, il est à 50% pour Zemmour. Oui. Mais qui est quelqu'un qui essaie de disculper Pétain de ses crimes, rappelons-le quand même. Mais il y a plein d'indices concordants qui permettent de voir que effectivement la population juive bascule vers la droite. Alors moi, je suis féru de statistiques. À la base, avant d'être journaliste, j'étais statisticien. Et je m'étais amusé à regarder les résultats dans certains bureaux de vote pendant la présidentielle de 2022. Et c'était aberrant. Vous prenez par exemple une ville comme Sarcelles. C'est une ville où coexiste une minorité juive séfarade dans le centre-ville et puis le reste de la ville qui est plus diversifié. La population juive, elle est concentrée dans le centre-ville. Dans le centre-ville, Éric Zemmour était à 30% dans les 3 bureaux de vote du centre-ville. Il était à 12% total dans la ville et à 3% dans les autres bureaux de vote de la ville. Vous prenez des quartiers comme par exemple à Marseille, la population juive est concentrée dans le sud de la ville, dans 2 bureaux de vote. Et là, Zemmour faisait 20%. C'était les plus hauts scores de Marseille. Vous prenez, par exemple, le 20e arrondissement ou le 19e vers les Buttes-Chaumont, où il y a une communauté juive très pratiquante qui est dans un quartier qui est globalement plutôt à gauche. C'était là où Zemmour faisait ses plus hauts scores dans Paris. Et pour aller dans votre sens, c'est un phénomène qui a déjà été repéré au temps de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que la communauté juive, entre guillemets, en tout cas des gens qui s'identifient à cette communauté, ont massivement voté pour Nicolas Sarkozy. Oui, avec peut-être... ce qui est quand même un basculement par rapport aux traditions juives françaises qui étaient plutôt à gauche, très nettement à gauche, même dans les années 60-70. Oui, alors après peut-être... À l'époque, il n'y avait pas LFI. Non, mais ça serait la faute à LFI, alors. Non, il n'était pas là. Non, par contre, ce qui se passe aussi, c'est que... Sarkozy, à l'époque, avait un discours plutôt libéral, plutôt pro-entreprise, qui avait pu parler à une partie de la communauté juive et n'avait pas un vote identitaire. En revanche, Zemmour, très clairement, a fait un vote identitaire. Mais
Mais Enfin, pas identitaire juif, identitaire assimilationniste. C'est ça qui est paradoxal. Alors, non, mais en fait, ce qui est très bizarre sur le vote Zemmour, on peut en parler parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, c'est qu'en fait, quand on regarde la structure de son électorat, il va avoir vraiment ce qu'il appelle la bourgeoisie patriote, mais en fait, c'est la droite catholique, ultra-conservatrice, anti-mariage pour tous, etc. Et une partie, effectivement, de la population juive, plutôt séfarade d'ailleurs, et qui ont une communauté d'intérêt à voter pour lui, alors qu'en vrai, ces deux populations n'ont pas forcément grand-chose en commun. Et d'ailleurs, c'est très rigolo de voir ce qu'on peut appeler le vote super combo. C'est dans les villes où à la fois il y a une bourgeoisie catholique et à la fois une grosse communauté juive, comme par exemple le Valois ou Neuilly-sur-Seine où j'habite, effectivement, il y a un survote Zemmour très très prononcé. Alors, bon, on a entré un Mais peu on dans... s'égare peut-être. En tout cas, on est entré un peu dans, dans la tambouille politicienne. Et est-ce que finalement ce discours de Manuel Valls, je reviens à lui, il m'obsède, ce discours de Manuel Valls qui consiste à créer une sorte de barrière d'isolement et d'ennemi intérieur vis-à-vis de la France insoumise, est-ce que, au fond, ce n'est pas un discours qui consiste à reconstruire la scène politique française autour de la droite, de l'extrême droite et du centre, c'est-à-dire créer un nouveau front national, mais à gauche, pour pouvoir justement accompagner la droitisation de la société française, tout simplement. Un calcul cynique qui joue et instrumentalise l'antisémitisme pour arriver à ses fins, c'est-à-dire le néolibéralisme. Alors, déjà, moi, je pense que des personnalités publiques qui s'alarment de la montée en puissance de l'antisémitisme, que ça vienne de droite ou de gauche. Il y a un problème. Pour moi, c'est un travail de salubrité publique, c'est pas du tout de la récupération politique. S'alarmer de la montée de l'antisémitisme, oui, mais désigner un parti politique comme le responsable, ça, c'est autre chose. Bah surtout de manière complètement diffamatoire et sans aucun élément de Parce que l'antisémitisme preuve. ne monte pas en raison de l'action concertée de la France insoumise, quand même, non. Il monte peut-être parce qu'il y a aujourd'hui ce qui se passe au Proche-Orient, il monte peut-être pour d'autres raisons qui seraient importantes de déterminer pour les combattre, mais ce n'est pas la faute de la gauche. Là, on ne parle pas de la gauche, on parle de la France insoumise qui a quand même une stratégie différente du reste de la gauche. Mais par exemple, Théophile, vous parliez de l'engagement par exemple, des partis politiques en faveur de la Palestine. Vous prenez par exemple la manifestation qu'il y a eu à République dimanche. Il y avait des dizaines de milliers de personnes. C'était des gens qui, pour la plupart, entre guillemets, prenaient un cessez-le-feu, prenaient la paix, étaient plutôt pacifistes. Alors pourquoi Jean-Luc Mélenchon arrive avec ses gros sabots et fait un tweet sur Drahi avec des relents antisémites, vous voyez ? Ou pas. Mais pourquoi est-ce que parler simplement de Patrick Drahi, si toute la population juive perçoit ça comme antisémite, que les antisémites de Rivarol et d'Alain Soral perçoivent ça comme antisémite. On a le droit de commenter les prises de position d'un oligarque qui possède un grand nombre de médias en France sans être taxé d'antisémitisme, juste parce qu'il se trouve qu'il est juif. Cette polémique nous fait oublier quelque chose de fondamental. Patrick Drahi contrôle I24 et BFM. I24 est une chaîne d'infos terriblement problématique. C'est-à-dire, je ne parle pas de BFM, mais les propos racistes et haineux qui sortent de I24, si c'était un média français, parce que là, c'est un média, disons, diffusé en France, mais si BFM, qui appartient aussi à Patrick Drahi, et dans le même local que I24, diffusait ce genre d'appel au meurtre, il y aurait des gros problèmes avec l'ARCOM. C'est-à-dire, donc, le fait de mettre en lumière, de pointer du doigt Patrick Drahi, mais là, en l'occurrence, il pointait du doigt Libération et BFM. Oui, mais Libération, c'est une erreur, parce que Libération n'appartient plus. Ça a appartenu à Patrick Drahi. Est-ce que c'est pas encore sous influence, quand même, dans une large mesure ? Oui, dans une large mesure, puisque ça appartient à un fonds de dotation. Le dispositif institutionnel, oui, est toujours contrôlé, quand même, par celui qui l'a fondé. Bon, bref, on sera d'accord sur nos désaccords, mais effectivement... Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut combattre la montée de l'antisémitisme et des autres radicalités ethniques comme l'islamophobie et le racisme, de toute façon. Je pense que c'est quand même particulièrement grave que les accusations d'antisémitisme soient instrumentalisées de cette façon en France. On voit très bien que LFI fait peur parce que, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays européens, il existe un parti de gauche de masse, ou en tout cas en termes électoraux, qui représente une grosse part, plus de 20% aux dernières élections, et on observe
qu'un peu partout, quand la gauche est menaçante, eh bien, que se passe-t-il? On l'accuse d'antisémitisme. C'est une vieille tradition qui remonte très loin. C'est ce qu'a subi Corbyn, c'est ce qu'a subi Bernie Sanders, c'est ce qu'avait subi déjà dans les années 70 Salvador Allende. C'est une très vieille histoire. C'est une instrumentalisation qui est absolument répugnante de la souffrance des victimes de l'antisémitisme, et c'est quelque chose qui ne devrait pas être toléré. Le comité de vérification du labo avait quand même montré qu'effectivement, il y a eu des discriminations contre les juifs quand Corbyn était à la tête du parti. Non. Alors ça a été démontré. Il a été démontré que c'était un dossier qui avait été monté de toutes pièces. Bon, on l'a revenir accusé en France. de complaisance qu'il n'a en fait pas eu. Avec des antisémites. Mais Et par ailleurs, on a fait remonter justement à la surface, en instrumentalisant la question israélo-palestinienne, le soutien qu'il avait apporté à la lutte pour la libération de la Palestine dans les années 70. Mais c'est de manière complètement artificielle. Corbyn n'est pas du tout antisémite. Mais il sera bientôt quand on l'heure répète un de- mensonge 10 fois, il finit par avoir l'air d'être vrai. De conclure, juste un mot sur les polémiques et les brouilles et les divisions à la France insoumise. Qu'est-ce que cela traduit, selon vous, vraiment très rapidement, avant qu'on redonne l'antenne? Lucas? Moi Oui. Eh bien, écoutez, pour tout vous dire, moi, je vais bientôt partir en Russie en vacances dans ma belle famille. Et puis, j'étais en train de lire, parce que ça m'intéressait, un livre d'un historien qui s'appelle Nicolas Vert, Très bon historien. sur les purges staliniennes. Et c'est vrai que quand on entend des gens qui disent Mélenchon, c'est Staline, le procès de Garrido, enfin, la version de Garrido, c'est les grandes purges, etc., c'est un peu risible, mais quelque part, c'est plus de la sociologie des organisations. Et ce que je trouve en tout cas frappant à LFI dans ce qui se passe, c'est que effectivement ceux qui sont écartés ou qui sont mis dehors, c'est ceux qu'on mentionnait au début d'émission, entre guillemets la vieille garde, les Garrido, les Corbyn, les Corbière, pardon, avant Charlotte Girard, Kuzmanovic, en tout cas tous les gens qui étaient vraiment de ce pôle de entre guillemets de gauche souverainiste, et qui sont petit à petit écartés parce que c'est les tenants d'une ancienne ligne qui a changé, dans laquelle ils ne se retrouvent plus. Et d'ailleurs, c'est très rigolo, interpellant de voir la personne qui, entre guillemets, dans les deux personnes qui ont jugé Garrido, il y avait donc le député de Roubaix, David Guiraud, qui lui est justement l'incarnation de cette nouvelle ligne LFI, qui est beaucoup plus offensive sur les questions sociétales. Et là, on voit bien qu'il y a effectivement un changement de ligne. Aussi, quand même. Aussi, mais on entend quand même beaucoup sur les questions sociétales. On entend ce qu'on entend peut-être, non, Lucas? Mais je vous rétorquerai la même chose aussi quand vous niez l'antisémitisme de la France insoumise. Je ne nie, Oui, pas, on je le nie demande jusqu'à à preuve être du convaincu. contraire, ça, oui, moi aussi, le mot de la fin je n'accepte pour toi, pas cette Julien. accusation. Pour ce qui est de ces problèmes au sein de LFI, je pense que la situation est assez différente de ce qui s'est passé quand Charlotte Girard ou Kuzmanovic ont quitté le parti. Parce que là, il y avait vraiment... il y avait des oppositions de personnes, bien sûr, en interne, mais il y avait un problème idéologique de fond, à savoir, est-ce qu'on reconnaît la nécessité de la lutte contre l'islamophobie et contre contre des formes françaises de racisme d'État post-colonial. Et là-dessus, LFI a dit oui, et des gens autour de Kuzmanovic étaient tout à fait opposés Je pense pas à que cette Charlotte ligne. Girard était opposée à ça, mais bon, c'est pas la même chose. Je ne sais pas Charlotte exactement ce qu'il en Girard est. et Kuzmanovic, Non, sans doute pas. c'est pareil. Là, avec l'affaire Corbière-Garrido, c'est plus un problème d'organisation interne de LFI qui n'est pas un parti au sens traditionnel du terme. Les gens de LFI, Mélenchon et son entourage, n'ont pas voulu reproduire l'expérience du Parti socialiste. On peut les comprendre. Quand on voit quel est le bilan du Parti socialiste français pour la gauche française, c'est un désastre total. Le Parti socialiste, qu'est-ce qu'il en est sorti? Macron, c'est-à-dire le néolibéralisme le plus déchaîné. Et les élites françaises ont enfin réussi à faire ce qu'elles voulaient faire depuis 40 ans, c'est-à-dire convertir la société française à la fin de l'État social et à la radicalisation des Mais il y a quand inégalités. même un problème à la France Alors, insoumise. donc le PS fonctionnait comme un parti avec ses courants. Et la France insoumise. Et c'était des jeux permanents dont auquel le meilleur au fond a été François Hollande. Et on voit la médiocrité, la vacuité insondable de ce personnage au plan politique, et on voit le désastre qu'est son bilan. C'est ce système de parti comme le PS en était un, qui promeut des personnages de ce type. C'est absolument catastrophique. Donc ils font autre chose. Ils développent leur action sous la forme d'un mouvement, et il y a toute une série de phénomènes
institutionnelle qui pose problème. Là-dessus, moi, j'ai pas de réponse. Hein. Je sais pas exactement comment il faut faire. Je sais pas comment ces luttes de pouvoir, comment ces questions d'organisation interne doivent être résolues. Je pense que c'est un enjeu absolument majeur pour la suite, pour le futur de la gauche française, en tout cas. En tout cas, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps de parole. 3 secondes. 3 secondes, ouais, ça va être dur. Non, mais en tout cas, ce qui était promis par LFI, c'était un mouvement gazeux, démocratique, vertical, etc., où les comités pouvaient s'exprimer, où il y avait une grosse démocratie interne. De facto, on n'a pas l'impression que ce soit le cas en interne, et peut-être que des militants qui sont arrivés, ceux qu'on parlait, qui ont fait des sciences sociales, qui sont très attachés à la démocratie directe, peut-être n'y s'y retrouvent plus. Et donc, ce serait intéressant de voir le retour des militants dans les semaines qui viennent. Et ce sera aussi intéressant de voir comment Renaissance aussi, qui est un peu aussi c'est une forme mouvementiste d'une certaine manière, sortira de ce type de contradiction. Merci à vous, Lucas et Julien, d'avoir débattu sans. Non, on s'est pas trop fâchés. Sans trop s'engueuler. On n'est pas fâchés.